je vais vous partager mon expérience. Depuis 7 ans, je fais de la conception d'interface, principalement pour l'industrie. Donc, soit dans des DSI pendant un petit moment, et puis là, je suis passée de l'autre côté du miroir. Je suis devenue, j'aide à concevoir des interfaces en tant qu'éditeur de logiciels pour des industriels. Donc, nous, on est sur l'épaule des géants, en fait. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'industrie, je vous donne quelques éléments de contexte parce que c'est hyper important en fait pour arriver à travailler dans ce milieu-là. Donc quelques éléments de culture et de pratique. Alors l'industrie, pour ceux qui ne sont pas très familiers, on peut résumer ça en disant qu'ils prennent des matériaux, donc bruts, finis, semi-finis, et puis ensuite ils les transforment, ils les assemblent et ils font un truc à la fin qu'ils vont vendre. Le but d'une industrie, c'est de vendre quelque chose, quel qu'il soit. D'accord ? Pour atteindre ces objectifs de production, l'industrie pilote tout par des KPI. C'est résumé grosso modo par ça, c'est Security, Quality, Cost, Delivery, Moral, Environment. Tout le monde suit ça à toutes les échelles de l'entreprise, que ce soit sur le Daily Management System, par les opérateurs, les techniciens, par les ingénieurs process qui sont plutôt sur des couches un peu de support, et ensuite par le management de site, voire les management corpo. Tout le monde suit ces indicateurs, sachant que celui qui drive l'ensemble, c'est le cost. Toute dérive de ces KPI, derrière, ça donne lieu à des réunions où ils vont faire des root cause, des plans d'action pour essayer de revenir, pour remettre ces KPI dans le droit chemin. Donc là, vous allez avoir tout un tas de méthodologies hyper prescrites. Six Sigma, Ishikawa pour ceux qui connaissent, vous avez le 5S, vous avez le quick response, quick change, tout un tas de trucs. C'est-à-dire que le moindre dérive de KPI, bim, on active une méthodologie qui est connue, un standard, etc., etc. L'industrie automobile a beaucoup en fait, emmené ces méthodologies-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Donc, chaque entreprise en fait, va définir ses objectifs, va les décliner en sous-objectifs, et ça va dépendre de ses valeurs et de ses objectifs concurrentiels et des produits qu'elle vend. Juste, je vais revenir un tout petit peu. Là, je vous ai présenté 3 types d'industries. Donc, vous avez des choses extrêmement modernes, avec des automates où l'usine est quasiment automatisée. Vous avez les usines à papier qui sont quasiment automatisées aussi. Juste, je reviendrai sur cette photo-là, enfin sur ce contexte-là. Donc voilà, je vous présente une machine à papier. Et au-dessus, c'est plutôt de la transformation de métal. Donc on est sur des process qui sont anciens. On est sur des process qui ont plus de 100 ans d'existence. Donc quand on intervient en tant que designer, on intervient dans des domaines avec des cultures et des historiques qui sont hyper importants. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est carré. Nous, ils ne nous connaissent pas. L'UX design, ils ne connaissent pas. Ils vont connaître éventuellement l'ergonomie, ce qui n'est pas gagné. Mais l'UX design, le process, et tous ne sont pas très familiers avec ça, même s'il y a beaucoup de ressemblances. Pour la partie humaine, il faut savoir que même l'humain est catégorisé et mesuré. Il est décrit dans son ensemble. On va faire des gammes opératoires. Les gammes opératoires, c'est l'ensemble des tâches et des sous-tâches que l'utilisateur doit faire pour faire un produit ou une partie de son activité. Ça va être chronométré, ça va être mesuré. Toute dérive, pareil, entraîne des plans d'action et des routes causes, etc., etc. Ça, c'est une fiche de cotation. Alors, c'est juste pour sur la petite histoire, on change de monde, hein, je vous ai dit. Hein. Fiche de cotation, c'est issu des archives Renault. Hein, voilà. Et donc, du coup, vous voyez que l'humain, il est mesuré comme vous mesuriez une pièce ou un écartement ou une largeur de bande pour des pneus. Un truc particulier aussi en industrie, l'IT. Il faut savoir que moi, j'ai entendu très souvent quand je travaillais pour un gros industriel, l'IT, c'est pas mon métier. Moi, je fais pas d'informatique. Hein. Moi, je fais des pneus. Voilà. Ok, donc ça, c'est le postulat de départ. Ça va pas, vous savez que vous rentrez dans un monde, ça va pas être facile. Hein. D'accord ? Il y a 2 types d'informatique. Il y a l'informatique industrielle et l'informatique de support. L'informatique industrielle, c'est tous les automates en fait, qui sont connectés, qui remontent des données, qui remonte dans un système qu'on appelle SCADA. Donc la couche SCADA, c'est une couche qui date des années 80 à peu près. Les architectures ont évolué, mais aujourd'hui, on est sur des architectures basées sur le cloud. Mais globalement, vous pouvez avoir des architectures en fait, qui survivent dans l'entreprise et avec des architectures qui vont être de différentes maturités. Donc, l'informatique industrielle, il faut savoir que les informaticiens qui gèrent l'informatique industrielle et ceux qui gèrent plutôt donc les DSI, qui sont au niveau des DSI sur l'informatique de support. L'informatique de support, c'est tout ce qui est vos Gmail, enfin vos mails, vos notes de frais, vos congés, l'informatique de support. Et il faut savoir que ces 2 mondes ne se parlent quasiment pas en industrie.
et qu'il y a également un truc qui s'appelle la firewall, c'est-à-dire que dans l'informatique industrielle, sur la couche SCADA, sur la couche atelier, les données ne sortent pas et il y a encore moins de choses qui rentrent. C'est-à-dire qu'un automate, on ne lui parle pas. On arrive aujourd'hui dans la révolution 4.0, donc les données sortent enfin des automates et on les récupère dans des plateformes. Donc l'industrie 4.0 aujourd'hui, c'est ça. Moi, je travaille pour ce monde-là. C'est le monde de la big data, c'est le monde de l'intelligence artificielle et c'est le monde du process optimization à partir des données. Donc, moi, je travaille pour une plateforme d'IIoT. Donc, on récupère les données. Donc, c'est des dizaines de millions de données. Moi, j'ai des clients qui ont des milliards de points, qui travaillent avec des milliards de données. C'est de la donnée haute fréquence. Et du coup, à partir de là, ils doivent prendre des décisions. On n'est plus sur un traitement d'information qui est à la mesure du cerveau humain. On est en train de dépasser cette capacité-là. Ah bah, elle est dégueulasse, celle-là. Bon, bah, ça illustrera le propos que j'aurai après sur le projet. Les critères de choix aujourd'hui pour la sélection d'un logiciel, jusqu'à présent, pour sélectionner un progiciel, les industriels, ils écrivaient une spec fonctionnelle qui décrivait ce que devait faire le produit. On a une partie qui est sécurité, élément de culture hyper important. Les industriels sont hyper sensibles de la sécurité. Que ce soit des données, que ce soit des gens, que ce soit de leurs produits. Donc moi, j'ai eu à travailler sur des projets, par exemple, on ne me donnait même pas accès aux produits. C'est-à-dire que le logiciel, je devais l'améliorer. Est-ce que je peux le voir? Non. Est-ce que je peux voir des utilisateurs qui l'utilisent? Non. Donc il y a eu une négociation pendant des semaines pour qu'enfin, à un moment donné, je puisse aller voir ce que le produit, enfin comment était le produit au départ. Il y avait vraiment besoin de nous. Hein. Sécurité. Intégration. Vous êtes sur des couches avec des architectures différentes, vous avez des choses qui cohabitent depuis des années. Donc vous avez un espèce de layer de logiciels. Bon voilà, vous arrivez là-dedans, vous savez que tout ne va pas être possible. Parce que vous vous intégrez dans un environnement existant, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. La sécurité, c'est chouette, hein, ça floute toutes les photos, on voit rien, c'est super. C'est pour vous représenter ce que c'est pour un utilisateur. Donc il passe d'une interface qui est ultra, je ne sais pas comment dire, ouais, voilà. Et pour poser ses congés, lui, on va être aujourd'hui sur des SaaS, donc du coup sur des choses web, on va être sur des choses beaucoup plus modernes en fait. Donc les utilisateurs, ils ont ces mondes-là avec lesquels ils interagissent. Et également la tendance, c'est que les usages aujourd'hui, en tout cas en termes d'édition de logiciels, nous on ne vend plus le produit, on est en mode SaaS également. Donc on s'appuie sur des techno web, ce qui nous facilite vachement la vie, mais je reviendrai après. Dernier point aussi, la révolution mobile n'a pas encore eu lieu en industrie. Autant dans nos foyers, on peut avoir 1-2 devices par personne, dans les industries, il n'y a pas de mobile. Le mobile, il n'est que pour les managers, qui vont d'ailleurs faire des tâches de support dessus. Hein, c'est plutôt effectivement sur de la suite classique, Office, etc. Mais il n'y a pas réellement de progiciel ou de façon d'utiliser pour travailler et optimiser le process sur mobile. Ça ne se fait pas pour plusieurs raisons. C'est un gadget, ça continue de rester dans l'idée que c'est un gadget. Bon, après, il y a des conditions de travail aussi qui sont très compliquées, hein, qui ne permettent pas forcément d'utiliser ça avec du confort, parce que vous avez les mains sales, parce que vous vous déplacez, parce que vous portez des trucs, parce que vous n'y voyez rien. Mais également aussi parce qu'on se dit, les opérateurs, ils vont jouer avec, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon, bref. On a aussi la mentalité autour des opérateurs et des techniciens qui reste quand même vachement stéréotypée, pas hyper bienveillant. Donc, c'est pas arrivé. Donc, autant vous dire que on a encore du progrès à faire là-dessus. Alors, comme vous avez dû comprendre, l'utilisateur, enfin le travailleur en industrie, il n'est pas vraiment considéré comme un client, hein, d'accord, hein. Si j'ai un client aujourd'hui qui n'est pas content avec mon produit, il fait une réclamation, il peut faire une annulation, il peut faire une part de marché. Moi, je travaille pour éviter que ça arrive. Côté employé, aujourd'hui, l'enjeu en fait pour les industriels de soigner un petit peu leurs employés et de leur permettre de leur donner des meilleurs outils, hein, c'est d'attirer des talents et même des opérateurs. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et les outils, parfois, sont un frein aussi, parce que quand on arrive sur des outils qui ont l'air de sortir de 1980, les jeunes ingénieurs, ils ne restent pas. Parce que ça ne reflète pas l'ambition de l'entreprise.
Garder ses salariés, quels qu'ils soient, à tous les niveaux de l'entreprise, parce que ça coûte de former un salarié à votre outil, que ce soit un truc très simple ou un outil plus complexe. Et sur des process aussi, le process à piloter peut être compliqué. Capitaliser la connaissance des opérationnels, ça c'est le sujet des industriels du futur, parce qu'il va y avoir des grosses vagues de départ à la retraite et il faut capitaliser. Plus l'IA qui arrive là-dessus, plus l'usine autonome qui est la 5e révolution, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc ça c'est le gros sujet sur lequel on va travailler les prochaines années. Et puis il faut rester dans le game, évidemment ça, tout claquer. Avec la nouvelle ère industrielle, les industriels ont conscience qu'ils doivent moderniser leurs interfaces. Alors là, je vais vous parler de la digitalisation d'un suivi de fonctionnement d'un équipement. En l'occurrence, c'est un four. Voilà, c'est des fours en industrie. Ils fabriquent des plaques de métal. Donc on prend des matériaux et puis ensuite, après, on les transforme, on fait des plaques. Et je vais vous présenter la digitalisation d'un fil de l'eau, film de production. C'est un truc assez classique en industrie. Alors, voilà. Hein, bon. Vous vous rappelez la machine à papier? Alors la machine à papier que je vous ai montrée tout à l'heure, elle fait plusieurs centaines de mètres. Et en fait, il faut savoir aujourd'hui qu'en industrie, enfin sur dans beaucoup d'industries quand même, globalement, en fait, les opérateurs ou les techniciens de supervision, ils ne sont plus sur les machines. Voilà. Aujourd'hui, ils sont dans des salles de supervision et ils ne pilotent le monde qu'avec des cyber physical systems, c'est-à-dire le monde réel est projeté dans du digital, mais en fait, ils ne voient plus la machine. On a, alors vous ne voyez pas évidemment, mais il y a parfois des caméras qui sont fixées sur les équipements. Et les opérateurs ne vont intervenir que si nos écrans montrent quelque chose ou si les caméras montrent également qu'à un moment donné, il y a un bourrage, qu'il faut aller nettoyer ou quoi que ce soit. Mais en fait, les opérateurs pilotent l'ensemble de la production à partir du monde digital. Donc on a un petit enjeu, c'est de ne pas faire trop de bêtises quand même. Ça, c'est le fameux film de production qu'on a digitalisé avec mon collègue. Donc, bon, évidemment, je ne peux pas tout vous montrer. Hein. Donc, à gauche, en fait, c'est le film de production. Et vous voyez la ligne noire sur le côté. En fait, l'opérateur, il décrit ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si cette étape, la mise en chauffe du four a pris, je ne sais pas, 20 minutes, ben, il va faire son trait de 20 minutes. S'il y a eu un écart, et à ce moment-là, ça fait décaler la bande sur le côté. Donc, ça crée une espèce d'escalier. Alors à ce moment-là, il va devoir justifier cet écart en expliquant ce qui s'est passé. Donc, les films de production sont remplis par équipe. Toutes les équipes en ont un par équipe. Et en regardant en fait moi l'historique, il y a vachement de détails. Les opérateurs ont vraiment joué le jeu sur ce document. C'est utilisé depuis des dizaines d'années dans l'entreprise. Donc il y a un petit challenge ici quand même à remplacer et à digitaliser ce truc. Surtout que la demande initiale pour la digitalisation de ce truc, alors, c'est juste une stratégie d'entreprise au départ. On m'a dit, plus de papier. Vous avez dû l'entendre, ça. On veut plus de papier dans l'entreprise. OK, bon. Mais ce n'est pas un besoin utilisateur derrière, hein, on est bien d'accord. Notre utilisateur, là, pour l'instant, jamais personne ne s'est posé la question de savoir quels étaient son besoin, quels étaient les besoins. C'est porté par l'équipe projet digital. Donc c'est des ingénieurs 4.0, on va appeler ça des data spécialistes, des process spécialistes, enfin bref, ça va changer de nom, mais en gros, vous avez maintenant des digital manufacturing dans les entreprises qui s'occupent en fait de la partie process et digitalisation du process. Donc c'est eux qui ont piloté tout le projet. Et nous, au départ, nous n'avons que comme intervenants. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme les intervenants adéquats pour ce projet. Le document papier, il faut juste créer cet écran dans un écran digital. C'est tout. Bon, évidemment, vous vous doutez bien, je n'étais pas là. Je suis arrivée après la bataille, vous allez voir pourquoi. Et la complexité du projet, moi, le développeur, il m'a dit, au départ, on trouvait que c'était un truc simple. A priori, c'est pas compliqué. Bon. Donc, mai 2022, les ingénieurs process envoient un truc, c'est-à-dire qu'ils ont dessiné ce qu'ils voulaient. Ils ont dessiné exactement ce qu'on devait faire. Donc, c'était un Gantt au départ. Le papier que je vous ai présenté, là, est-ce que ça avait la tête d'un Gantt? Bon. Donc après, ils se sont dit, ah, finalement, on va le faire à la verticale. Ils ont renvoyé un deuxième document qu'ils ont dessiné eux-mêmes, sans demander aux opérateurs. Et mon collègue est parti là-dessus pour faire une première version. Alors le truc, c'est que là, ça a commencé à discuter. Des allers-retours, et des petits changements, et des petits changements. Et on n'arrive pas bien à se comprendre. Donc à un moment donné... Mon collègue m'a dit, bon, on a besoin d'un coup de main. Oh my God. Il faut faire du beau. Vous avez compris, le beau, c'est pas moi. Donc moi, je suis repartie en phase de research.
et en phase de design, parce qu'il fallait poser des questions pour digitaliser ce truc. Les contraintes en research pour l'industrie, quand notre utilisateur n'est pas notre client. Enfin, l'utilisateur n'est pas le client, vous l'avez bien compris là. Hein. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'il voulait. SQCDME, c'est-à-dire que le delivery, c'est super important. Vous ne pouvez pas interférer avec la prod. On ne peut pas stopper les gens, les sortir, faire des tests et repartir. L'accès à l'utilisateur, on est sur des sites industriels. On ne rentre pas comme on veut. Il faut demander des autorisations, il faut des créneaux. Vous ne choisirez probablement pas le moment. Vous voulez des novices, vous voulez des expérimentés, ben, vous aurez ceux qui seront présents. Intégration dans l'environnement, je disais, on a un environnement IT qui est riche, et on a toujours des intermédiaires qui vont interpréter ce que l'opérateur dit, parce que c'est super important, l'opérateur ne sait pas bien. Confidentialité, vous l'avez compris, la sécurité, c'est super clé. Je vais accélérer du coup. Enjeu de l'entreprise, moi je voudrais plutôt que ce soit de l'adoption plutôt que de la coercition, parce qu'ils ont tendance à être très coercitifs. Et si jamais on se plante, c'est retour à Excel. Perdre de la qualité de la donnée parce qu'ils saisissent énormément de données et que demain, avec la digitalisation, on va peut-être tout perdre. Bon, ce qu'on peut quand même faire, ce qu'on peut activer nous, c'est du quantitatif, speak with data. Moi, je suis un SaaS, j'ai des logs, j'ai plein de trucs sur l'usage. Donc, il faut travailler avec ça déjà. Ça nous donnera des premières pistes d'hypothèses. Du data mining, pareil, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plein de données, je peux peut-être avoir des patterns de comportement sur les usages de ma plateforme. Des enquêtes, mais vous ne toucherez que ceux qui ont des mails. Les opérateurs, les techniciens n'ont pas de mails. Ils n'ont que des mails d'équipe. Le NPS, sérieux. Est-ce qu'ils ont le choix d'utiliser votre outil, quoi? C'est imposé par l'entreprise. Qualitatif, les observations, mais vous ne devez pas interférer avec la production et vous ne devez pas générer des erreurs. Les entretiens, c'est faisable avec la visio, c'est super, ça nous a accéléré et ouvert les portes. Plateforme, moi j'utilise des plateformes de recrutement aujourd'hui, donc ça c'est vraiment chouette, ça s'est bien développé, c'est top. Speech to text aussi, Dovetail, Condense et tout, ça a vraiment accéléré le traitement de ces entretiens. Par contre, les feedbacks sont souvent filtrés, c'est-à-dire on ne veut pas qu'ils disent n'importe quoi. Donc nous, on va vous dire ce qui est bien. Bon, en gros, les enjeux designer pour la research, moi j'ai choisi c'était efficiency et error, il faut négocier, vous n'avez pas le choix. Je suis consciente que j'ai des biais parce que je n'ai pas de représentativité statistique. J'en ai un, j'en ai deux des opérateurs. Ou parfois j'en ai 15 dans la cabine qui arrivent parce qu'ils sont trop contents qu'il y ait quelqu'un qui les écoute. Je fais quoi avec 15 gars, moi, qui sont en train de me parler dans les oreilles? La méthodologie, elle a claqué. Voilà, on prend. Bon, je vais passer celui-là. Pour le design, du coup, on a fait notre research, on s'est dit, oulala, la vache, ok, on est passé à côté de certains trucs, parce que les process engineers, ils avaient imaginé des trucs, puis les opérateurs, ils ont une richesse de vocabulaire qui n'a absolument pas été exploitée. Alors, on est dans un monde de contraintes standards, gamme opératoire, les process engineers, ils me disent, mais moi je veux qu'ils remplissent dans cette liste-là. Oui, d'accord, mais quand je regarde la réalité, ils ne choisissent pas cette liste-là. Ça ne marche pas. On n'a pas de commentaires, on a tout perdu. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur vocabulaire. Ah bon, d'accord. Donc, on fait des tris de cartes et tout ça, et là, on arrive à convaincre les process engineers qu'effectivement, il faut écouter les opérateurs. SQCDME, les tests utilisateurs, je ne peux pas en faire pour l'instant. Je n'ai pas réussi à apprivoiser mes clients pour leur dire mon client, enfin votre client, l'utilisateur, là, eh ben, j'ai besoin de lui demander son avis sur le prototype. J'y arrive pas parce que du coup, ils ne peuvent pas me sortir de la production. Acculturation à l'UX process, c'est ce que je vous disais, ils ne connaissent pas les UX designers. Voilà. Donc, l'enjeu de faire du design et de considérer nos utilisateurs comme des clients, d'en prendre aussi soin que si c'était des clients, c'est l'attractivité, l'utilisabilité, la considération. Retrouver ces éléments de vocabulaire dans l'interface, les opérateurs, ils sont hyper sensibles à ça, quoi. Donc ça joue vachement sur l'adoption de l'outil. Au niveau du design, l'archi d'information, c'est un basique de chez basique. On peut faire des designs pas très beaux, mais ça, c'est la base de la base. Le ton de voix, parce que moi, dans BrainCube, quand je suis arrivée, j'avais des messages « il est interdit de ». Donc je suis allée voir les développeurs, j'ai dit « on est en train de dire à un client qu'il est interdit de faire des trucs ». Donc là, j'ai dit on ne peut pas lui dire plutôt comment on va ouvrir, lui donner accès à la fonctionnalité, plutôt que de lui interdire de faire des trucs. Donc le ton de voix, vous voyez, on est toujours à la limite de cette coercition. Voilà. Donc on travaille là-dessus. On fait du proto. Et le design system, ça a vraiment été un accélérateur pour faire passer, pour arriver dans le monde moderne, quoi. Les feedbacks, les tests, j'en ai parlé, hyper compliqué.
confrontation en live, c'est possible. Vous pouvez venir avec vos écrans si vous arrivez à avoir du temps et tout ça. Voilà. Par contre, méthodologiquement, vous voulez en voir 15, et puis en fait, vous n'en aurez qu'un. Celle-là, je vous l'affiche, vous la lisez, et voilà.